Bonjour et bienvenue dans ce podcast thématique pour le mois de juin. La thématique est donc la poésie. Alors je dois vous avouer que c'est quand même l'un des thèmes qui depuis le début me faisait le plus envie. Alors c'est aussi le plus casse-gueule. Dans le sens où tout le monde, plus ou moins, a une définition de la poésie, a une appétence ou pas pour la poésie, en lit ou pas, ne comprend pas ou comprend la poésie. Donc c'est assez difficile de se positionner. Alors je rappelle, parce que j'ai eu quelques petites réflexions gentillettes, pour une fois je me suis pas fait trop attaquer, mais voilà, j'ai eu quelques petites réflexions concernant les thématiques précédentes en me disant mais voilà, tu as oublié ça, tu n'as pas parlé de ça, etc. Alors je rappelle que ce ne sont pas des cours d'université, je ne suis pas agrégée de ce dont je parle. Que je ne fais ces podcasts que par un but assez précis, c'est tout simplement donner des informations que je peux récupérer, que je peux avoir chez moi ou dans mes encyclopédies ou sur Gallica. Et je rappelle que je cite à chaque fois mes sources, que ce soit au début du podcast et quelquefois très souvent au début et à la fin, ce que je vais faire aussi maintenant. Voilà, c'est juste pour partager ce que j'aime comme thématique. Alors jusqu'à présent, c'était des thématiques plus ou moins qu'on m'avait imposées. Entre guillemets, parce que je le faisais sur ma chaîne YouTube, je faisais ces thématiques-là, et en fait, je me suis aperçue, comme le théâtre, que perso, ça n'intéresse personne. Voilà. À chaque fois que j'ai sorti une version de mon podcast sur le théâtre que je fais ici, qui marche correctement, sur la vidéo YouTube, perso, voilà. Alors moi, je regarde pas trop les chiffres, mais là, je regarde les chiffres quand même pour le théâtre et je vois qu'en fait, ça sert à rien. Voilà, que je les mette ou que je les mette pas, les gens n'y vont pas. Voilà, alors, peut-être parce que quelquefois ça fait 2 heures, quelquefois ça fait 1 heure et demie, que ça doit les gonfler d'écouter ma voix, j'en sais rien. Ou après, comme il y a des illustrations, il y en a très souvent qui me disent ah oui, mais les illustrations, ça colle pas avec ce que tu dis à l'écran. Voilà, alors pareil, je rappelle que c'est énormément de boulot de faire du montage. Je l'ai dit et répété 503 fois sur cette chaîne ici ou sur YouTube, je ne fais pas de montage. Voilà, je ne suis pas une professionnelle, je ne gagne pas d'argent en faisant des montages, je ne cherche pas à faire des partenariats, etc. Sauf si un jour ça arrive, mais sur 2 ou 3 thèmes très précis. Et rassurez-vous, ce ne sera pas sur les livres ou autres, ça sera sur autre chose. Voilà, je n'ai aucune envie de faire ce genre de choses. Ça me gonfle beaucoup de faire des montages, déjà d'insérer les affiches des films dont je parle, ou quelquefois les couvertures des livres dont je parle parce que je les ai pas, parce qu'ils sont pas encore sortis. Déjà pour moi c'est perdre, perdre 20 minutes à une demi-heure, des fois 1 heure pour monter une vidéo pour que l'image se cale bien pendant que je parle. Pour moi, c'est déjà long et c'est déjà boulé. Voilà, donc si c'est pour en plus me faire entendre dire que oui, mais ça cale pas avec ce que je dis à la voix, écoutez, alors à ce niveau-là, écoutez juste les podcasts, il n'y a pas d'illustration. Voilà, donc j'en fais plus du tout pour le théâtre. Vous avez les podcasts. Voilà, et pour les thématiques, je le fais encore, mais alors je vous le dis tout de suite, ça ne sera absolument pas, ça ne collera pas avec ce que je dis. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'introduction un peu longue encore, mais nécessaire de faire une piqûre de rappel pour ceux qui l'écouteront sur YouTube. Ce n'est pas la peine de me redire que les illustrations ne collent pas, que j'ai oublié des trucs et tout. Collez-vous-y si vous voulez faire ce genre de thématique. Avant de critiquer les choses, il faut travailler soi-même. Voilà, je sais que ça gonfle quand je dis ça et je vais encore perdre une vingtaine d'abonnés parce qu'il y en a qui sont très susceptibles en ce moment. Donc écoutez, tant pis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mais moi je fais ça par plaisir, pour vous donner des pistes, pour que vous ayez envie d'aller chercher, pour que vous ayez envie peut-être, si ça vous intéresse, de vous documenter un peu plus. Si ça vous plaît pas, vous écoutez pas. Si ça vous plaît pas, vous passez à autre chose. Il y a plein d'autres choses dans la vie qui sont plus intéressantes que d'écouter Lisa. On est bien d'accord. Voilà. Donc, ceci étant dit, c'était une thématique qui me foutait un peu la trouille, je dois avouer, parce que j'adore la poésie, parce que j'en écris moi-même. J'ai sorti un recueil de poèmes l'année dernière. Je dois avouer que c'est quelque chose que j'aime bien, dont j'ai eu
enfin pour lequel j'ai eu la chance d'être introduite avec ma famille, parce qu'on aimait beaucoup la poésie, et très tôt, on m'en a lu. Voilà, alors je ne les ai pas lus, hein, vous imaginez bien, les premiers c'était Voyelles de Rimbaud, on me l'a lu. Je n'ai rien compris à part les couleurs. Voilà, mais bon, je devais avoir 7 ou 8 ans, donc voilà, c'est normal. Mais voilà, on m'en a lu et j'en ai commencé à en lire. Et les plus beaux livres qu'on m'ait offerts en reliure cuir, ce sont mes grands-parents qui me les ont offerts. C'était des poèmes, voilà. Donc la poésie, on va dire qu'on peut parler de 3 choses. Qu'est-ce qu'une poésie? Les caractéristiques, bien sûr, de la poésie, et puis des exemples peut-être de poèmes. Alors, la poésie est un genre, bien sûr, littéraire dont la façon d'écrire repose sur des sonorités, un rythme et des images, déclenchant chez le lecteur ou l'auditeur une certaine émotion. Alors, je fais une petite parenthèse, tout ce qui suit vient de Universalis, Gallica, mes livres d'histoire, les Lagarde et Michard, l'encyclopédie de la poésie française, et l'autre c'est Poésie française des origines à nos jours, et ensuite le gros livre en anglais qui s'appelle La poésie du monde, où il y a une très grosse intro qui résume un peu la poésie et ce qu'est la poésie. Voilà, ça c'est les sources, comme ça vous pourrez aller chercher. Donc, c'est en maniant l'art du langage, le poète raconte, décrit, exprime ses sentiments à travers des textes poétiques qui exploitent toutes les ressources de la langue. Le pouvoir évocateur des mots choisit bien sûr la musicalité, l'harmonie, ainsi que la forme du poème permettent de toucher le lecteur par la beauté du texte. La poésie est un genre littéraire qui doit respecter des contraintes formelles et des règles techniques appelées versification, avec lesquelles le poète crée des effets liés au sens du texte. En utilisant des techniques de versification, la poésie se distingue de la prose. Cependant, dans certains textes en prose, on emploie des procédés poétiques. Par exemple, dans un extrait, enfin dans un poème, dans un extrait de Baudelaire, Le Miroir dans Spleen de Paris, c'est un court poème en prose, mais qui peut être affilié à de la poésie. À la différence d'un texte classique, la prose a tout de même une dimension poétique caractérisée par le rythme des mots, les sonorités, les figures de style et autres procédés appartenant au genre poétique. Selon sa fonction, la poésie permet également de raconter des histoires, célébrer des personnes ou des événements, exprimer un engagement. Aujourd'hui, nombreux sont les poèmes étudiés en classe, quel que soit le niveau d'ailleurs, et réciter un poème avec la bonne intonation est un exercice scolaire qui se pratique dès le second cycle de l'école élémentaire. Apparu au XVe siècle, le mot poésie provient du verbe grec poēn, qui signifie faire, créer, produire, qui a donné le nom grec poésis, qui désigne la composition d'œuvres poétiques et donc le genre poétique. Des termes dérivés tels que potéro, potès, potiser font leur apparition par la suite. J'aime beaucoup le mot potiser. Il est important de faire un petit rappel de vocabulaire. Les termes poésie et poème sont étymologiquement proches et sont souvent confondus alors qu'ils n'ont pas le même sens. Le terme poème désigne tout particulièrement le texte écrit, un recueil de poèmes, tandis que la poésie est le genre littéraire que nous évoquons donc aujourd'hui. La poésie existe depuis l'Antiquité, au travers des chants et du théâtre. Au Moyen-Âge, les troubadours interprétaient cet art par le biais de leurs poèmes, accompagnés de mélodies sur des places publiques. À travers des siècles, plusieurs genres poétiques permettent aux poètes de s'exprimer sur des tons variés selon leur création littéraire. La poésie épique ou épopée, qui chante les exploits des personnages historiques ou mythologiques sous la forme d'un long poème narratif. Citons quelques exemples. Au 8e siècle avant Jésus-Christ, l'Iliade et l'Odyssée célèbrent de nombreux guerriers grecs dont le héros légendaire Achille pendant la guerre de Troie. La chanson de Roland, poème épique du XIe siècle qui symbolise les chants de gestes qui mettent en scène les chevaliers du Moyen-Âge devenus des personnages de légende. La poésie lyrique
apparue au Moyen Âge, est une forme plus intime du genre. À travers les vers, le poète partage avec le lecteur les sentiments et les émotions qu'il ressent, dans un objectif de libération de sa part. Initialement accompagné de musique, principalement la lyre, l'amour est le thème principal abordé en poésie lyrique. La douleur ressentie par exemple par Louise Labbé tout au long de son poème Je vis, je meurs, je me brûle et me noie, dans lequel elle se lamente de son chagrin d'amour, est exprimée de façon lyrique. La poésie engagée. La poésie des siècles, au fil des siècles, de nombreux poètes ont utilisé la force de la poésie pour exprimer leurs idées et leurs engagements, que ce soit dans un contexte social, politique, philosophique, religieux ou encore culturel. En rédigeant des textes engagés, ils invitent leurs lecteurs à adhérer à la cause qu'ils défendent. Par exemple, Théodore Agrippa d'Aubiné, un poète engagé qui a composé le long poème des Tragiques au XVIIe siècle, dans lequel il dénonce les horribles massacres de la Saint-Barthélemy. La poésie dramatique, par exemple, selon certaines peintres, on peut en parler. Alors selon Aristote, l'utilisation du langage versifié du maître permet de définir en partie la poésie au sens large. Au XVIIe siècle, c'est l'alexandrin qui est le vers dominant du théâtre classique. Que ce soit chez Pierre Corneille, chez Jean Racine, la tragédie est avant tout un poème dramatique. Il y a aussi, comme je vous le disais, la poésie narrative et épique. Thème et poème fondateur, l'épopée chante des héros qui se reconnaissent tout dans un peuple. Plus profondément, elle dit la condition de l'homme jeté dans les temps, livré à l'histoire avec un grand H et dont les exploits et les malheurs n'ont pas finalement pas d'autre justification que celle d'être chanté en poésie. Un héros d'Homère le constate, par exemple. Il dit « Les dieux nous ont tissé une destinée funeste, afin que, plus tard, nous soyons le sujet d'un poème pour les hommes à venir. » Ceci est dit dans l'Iliade. La tradition épique se poursuit notamment entre le XIe et le XIIIe siècle avec la chanson de geste dont on a parlé tout à l'heure, qui exalte en fait les actions héroïques. Il y a aussi la poésie didactique. Alors, la première, c'est la poésie philosophique. On voit que la pensée fut d'abord un chant. Avant d'analyser, l'homme célèbre, bien sûr, dire le monde en un poème est la vraie manière de le connaître. La forme poétique, avec son maître et sa musique, ses images, ses symétries, confère au discours d'un caractère mémorable. Dans les périodes de grande créativité intellectuelle, le 5e siècle avant Jésus-Christ pour le monde grec par exemple, ou le 16e siècle pour l'Europe occidentale, notamment par exemple avec la Pléiade, on en a de nombreux illustres éléments dans la Pléiade, la poésie non seulement fixe les idées, mais les chante et les fait circuler. Par exemple, on peut lire La Pitié de William Blake. Depuis le romantisme, la poésie paraît avoir perdu sa capacité à célébrer des vérités impersonnelles, telles que celle de Lucrèce dans De Natura Rerum. La pensée se présente volontiers comme une affaire subjective, et la philosophie et la poésie philosophique empruntent alors des moyens propres au lyrisme. Néanmoins, les images et la musicalité, par exemple de William Blake, et les 11 poèmes des Destinées d'Alfred de Vigny relèvent bien d'une poésie didactique. Il s'agit d'instruire des disciples. Vous avez aussi la poésie religieuse. La poésie religieuse relève des différents genres. Des poèmes didactiques se chargent de dire qui sont les dieux, ce qu'ils font, et surtout quels rites il convainc d'observer à leur égard. Des questions métaphysiques ou morales sont fréquemment abordées sous l'angle religieux. Par exemple, la nature de l'âme dans certains Upanishad en vers de l'Inde ancienne entre le 6e et le 3e siècle avant Jésus-Christ, ou le problème du mal et de la rétribution personnelle dans des poèmes en forme de débat contradictoire du livre de Job dans la Bible par exemple. Il reste toutefois pertinent de parler de poésie religieuse lorsque le poète se situe au-delà de toute attache confessionnelle, comme par exemple Goethe dans son Dieu, âme et monde de 1815. Le genre narratif permet aussi de raconter des mythes, comme dans le poème de la création babylonien, fin du 2e millénaire avant Jésus-Christ,
ou encore les Métamorphoses d'Ovide. Le genre lyrique est celui de la célébration. Il a d'abord une fonction liturgique, par exemple les hymnes égyptiens recueillis dans le livre des morts, psaumes bibliques ou encore hymnes védiques ou homériques ou chrétiens. Vous avez aussi la poésie scientifique. Alors dans l'Antiquité, la poésie des connaissances et celle des techniques ne se distinguent pas toujours de la poésie philosophique ou religieuse, par exemple les Géorgiques de Vergile. Néanmoins, le point de vue adopté est moins abstrait. Il existe toute une tradition descriptive proche des phénomènes tels que les bestiaires et les lapidaires au Moyen Âge. La grande époque de la poésie scientifique est la Renaissance, période d'effervescence, de découverte, où tous les poètes affichent par la poésie du savoir la hauteur de leur visée intellectuelle et de leur indépendance d'esprit par rapport au dogme. Par exemple, on peut citer Pierre de Ronsard, Jacques Pelletier. Et il y a aussi l'art poétique, l'art poétique. Alors, les traités de préceptes que sont les arts poétiques définissent la pratique de la poésie en une sorte de mise en abîme. L'auteur ne peut faire moins que d'appliquer lui-même ses doctrines. Le décousu apparent de l'épître au pisson, ou l'art poétique épître d'Horace, par exemple, est lié au naturel qu'il recommande. Et le nombre de vers demeurés célèbres dans l'art poétique, qui date quand même de 1674, de Nicolas Boileau, n'est pas étranger à l'existence de limpidité. Il dit « Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement ». Oui, ça, vous la connaissez, celle-là de phrase, on vous la répète souvent. Et au long travail qui s'impose pour y parvenir. 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Oui, ça aussi. Alors, à l'époque moderne, les arts poétiques sont de brefs poèmes qui abandonnent l'examen historique des prédécesseurs et les exposés techniques pour distiller la substance d'une poétique. Ainsi, Paul Verlaine qui préconise l'emploi de vers de 9 pieds, de la musique avant toute chose, et pour cela préfère l'impair. Alors on parlait aussi de la poésie lyrique tout à l'heure, notamment le chant, par exemple on peut dire le chant du moi, M-O-I. Voilà. Alors le poète lyrique est, dans le sens courant, celui qui dit je. Celui qui prend la parole en son nom propre, qui exprime ses sentiments personnels et qui, au fond, intime de son être, trouve une vérité dans laquelle les autres pourront peut-être se reconnaître. Insensé qui croit que je ne suis pas toi, dit Victor Hugo. Certes, il éproque les tourments de l'amour, de la tristesse, un sentiment de communion avec le vaste monde, mais il trouve les mots pour le dire, et plutôt pour les chanter. Car le poète lyrique est, par excellence, celui qui chante. Dans l'Antiquité, à l'exemple d'Apollon, il s'accompagnait de la lyre, ou on l'appelait lyrique. Toute la poésie faite pour être chantée. Son domaine est donc plus vaste que celui des sentiments personnels. Outre l'aude, bien sûr, forme lyrique la plus noble, on rappelle, le lyrisme peut emprunter les formes les plus diverses. Alors ça va de l'élégie au canso des troubadours, à la canzone italienne, à la ballade, etc. Vous avez aussi le lyrisme antique. Ah oui, vous allez voir, on en a des sous-genres, allez-y. En Grèce, à partir par exemple du 7e siècle avant Jésus-Christ, se développe une poésie chantée, dansée, accompagnée à la lyre ou tout autre instrument d'ailleurs de musique. La poésie lyrique prend la forme d'œuvres monodiques ou chorales, selon qu'elle exprime des sentiments personnels comme Sappho, ou qu'elle chante les louanges des dieux et des héros dans Pindare. Alors, la tradition romaine a ensuite eu tendance à la considérer comme un genre léger et divertissant. Toutefois, les poètes latins redonnent au lyrisme ses lettres de noblesse en exprimant leur passion, comme Catulle, ou en transmettant des vérités morales, comme Horace ou encore Vergile. Vous avez le lyrisme oriental. Le lyrisme oriental a une prédilection sur les formes brèves. Par exemple, en Chine, la poésie lyrique se fond sur des variantes strictement codifiées du quatrain, comme le shi et le yu. Intimement liée à la musique, elle conserve ses racines populaires et exprime des sentiments traditionnels. Par exemple, au Japon, le haïku, on dit, oui, le haïku, propose à la méditation des aspects fugitifs de la nature, que l'on pourra lire dans Buisson.
Ou au Moyen-Orient, par exemple, les formes lyriques majeures sont les robayats, les quatrains, par exemple, ou les ghazals, ou chansons, par exemple, que peut lire dans Sadi, dont les thèmes principaux sont l'amour et l'ivresse. Vous avez aussi le lyrisme médiéval, je dois avouer que c'est mon préféré, et son influence. Ah ben j'ai le droit de dire que c'est mon préféré. Hein. Voilà. Alors au XIIe et au XIIIe siècle, la poésie lyrique des troubadours, oui, bah je viens de Périgord, hein, donc vous imaginez bien, prend la forme de troubards, ou clus, provençal, de la chanson d'amour en langue d'oï ou de la canso en langue d'oc, les plus célèbres, Guillaume d'Aquitaine, le duc d'Aquitaine, oui, l'ancêtre de Aliénor, Bernard de Ventadour, par exemple. Au XIVe siècle, les poètes lyriques privilégient les formes fixes, récemment codifiées. L'amour courtois est un thème majeur du lyrisme médiéval. Toutefois, les poètes italiens du Dolce Stil Nuovo, donc comme Guido Cavalcanti ou encore Dante, hein, qu'on connaît mieux, qui célébraient les vertus rédemptrices de la femme aimée, approfondissent la thématique amoureuse, expriment à travers elle, avec rigueur et subtilité quand même, la quête de soi. C'est Pétrarque qui chante l'amour spiritualisé dans une langue raffinée et musicale, comme par exemple dans la canzoniere, qui est le véritable fondateur du lyrisme amoureux européen. En France, mon chéri, François Villon, ah bah oui, mon chéri, apparaît comme le premier poète lyrique moderne. Vous avez bien sûr après le romantisme européen. Ah oui, non, mais vous allez en bouffer des sous-thèmes, moi je vous le dis. Née à l'aube du XIXe siècle, la poésie romantique est par essence lyrique. Mais, tout en affirmant le primat du sentiment, elle possède une dimension morale, politique et métaphysique. Ainsi, les Allemands, héritiers de Goethe, donc, développent un lyrisme idéalisme et mystique. Hölderlin, Novalis, qui n'exclut pas d'ailleurs la satire, hein, comme Heinrich Heine. Chez les poètes anglais, les états d'âme et l'imagination servent la connaissance de soi et du monde. Byron, Keats, Shelley, Coleridge, ou encore les poètes italiens s'interrogent sur la destinée humaine à travers la méditation intime. Leopardi, par exemple, ou historique, Manzoni. Le romantisme français n'est pas en reste, hein, bien sûr, apparu plus tardivement, sacralise le poète en lui donnant une mission politique et morale. Alors là, vous pouvez citer Lamartine, Vigny, Hugo, Musset, n'en jetez plus, la coupe est pleine. En réaction contre cette poésie romantique, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a les codes dits partassiennes. Le partasse, par exemple, qui prône à l'inverse un lyrisme impersonnel. Alors vous avez aussi la poésie, on va dire, de combat. Par exemple, la satire et la poésie polémique. La dignité du poète lui enjoint parfois de prendre position. Il refuse de s'enfermer dans une tour d'ivoire pour élaborer une langue de pure poésie et engage sa parole dans des combats qu'il mène et qu'il décide de mener. La satire, par exemple, remplit dès l'Antiquité des fonctions critiques et polémiques. Fondée sur l'ironie et sur la véhémence, la poésie polémique ne se borne pas à attaquer. Elle défend aussi des valeurs et des idéaux. Telle aussi l'ambition de la poésie de combat, qui chante, par exemple, la liberté en temps d'oppression. Chez Clément Marot, par exemple, ou Joachim du Bellay, dans Les Regrets, par exemple, ou Victor Hugo dans Les Châtiments, mais aussi, très récemment, dans Pablo Neruda. Vous avez aussi la poésie de la résistance, là on la connaît mieux. Durant la Seconde Guerre mondiale, la poésie entre au service de la résistance. Dès 1939, Pierre Segers fonde Poète Casqué, revue, on va dire réservée aux poètes soldats. En 1942, Paul Éluard écrit Liberté, poème lancé sous forme de tract par l'aviation britannique. Louis Aragon publie clandestinement Les Yeux d'Elsa ou encore la Diane française. En 1943, ces deux derniers collaborent à une anthologie clandestine retentissante publiée aux éditions de Minuit, L'honneur des poètes, où l'on retrouve entre autres Eugène Guilévic, Francis Ponge, Jean Tardieu. Les appels à la résistance de Georges Desnos, par exemple, lui valent d'être déporté. En 1946, René Char publie son journal de guerre qui s'appelle Feuillet d'hypnose. Alors vous avez aussi la poésie hermétique. Alors
Comment créer une langue poétique qui ne doive rien à l'universel reportage? Telle est, à ce moment-là, selon Stéphane Mallarmé, l'unique tâche du poète. Une telle langue s'oppose à la langue ordinaire, non seulement par le chant, mais aussi par la finalité. Il ne s'agit plus d'informer, de communiquer, ni même d'exprimer, mais de construire un objet poétique, le poème lui-même, qui soit irréductiblement et irréductible à tout message, sinon à tout sens, on va dire. Alors la langue devient alors un matériau à travailler, une substance à laquelle le poète donne vie et qu'il charge, selon l'expression même de Mallarmé, d'un sens plus pur. Cette réflexion sur la création poétique ouvre la voie aux recherches du symbolisme et à la poésie par exemple, de Paul Valéry. Historiquement, l'hermétisme était la religion d'Hermès Trismégiste dans l'Égypte du IIe et IIIe siècle avant Jésus-Christ, religion caractérisée par l'obscurité de ses mystères et de ses hymnes. Mais l'Antiquité avait déjà connu une poésie plus dense, plus obscure. Par exemple, Psychophron au IIIe siècle avant Jésus-Christ avec Alexandra. L'art fermé, on va dire, ou donc le troubar-clus des troubadours relève d'un semblable souci, de même qu'une partie de la poésie savante et précieuse des 16e et 17e siècles, et à la suite de Mallarmé, tout un pan de la poésie moderne cherche quant à elle la quintessence du fait poétique, au point que l'hermétisme a donné son nom au principal mouvement poétique d'entre-deux-guerres en Italie, que ce soit Ungaretti ou alors Montale, à vous de voir. Et ensuite, on voit arriver la poésie, la modernité poétique, par exemple le poème en éclat. Au XIXe siècle, la distinction traditionnelle entre les genres vole véritablement en éclats. Avec Gaspard de la Nuit en 1842, Alius Bertrand et les petits poèmes en prose en 1869 de Charles Baudelaire, la prose devient un mode d'écriture possible pour le poète, sans qu'il y ait de doute sur le fait poétique. Avec Mallarmé, la syntaxe, à force d'être serrée de près, se disloque et laisse place au hasard. Le régime de l'image poétique est bouleversé. Ornement du discours, elle en devient la substance même, par exemple dans les Illuminations d'Arthur Rimbaud. Pour sortir du carcan de la langue, Thomas Tim Eliot ou encore Ezra Pound introduisent dans leurs poèmes des mots du monde entier. Tandis que Saint John Perse use d'un lexique rare, Henri Michaud ou encore Antonin Artaud forgent des mots inouïs, aux limites du dissible, on va même dire. Le poème lui-même perd de sa stabilité quand les membres de l'Oulipo, donc Raymond Queneau ou Jacques Roubaud, par exemple, le dissolvent dans une combinaison ad libitum. Alors, c'est ce qu'on va appeler, il y a d'autres sous-genres où vous pouvez aller vous renseigner sur le futurisme, le surréalisme ou le dadaïsme. Ça fait partie de ces mouvements qui vont arriver. Vous avez les tendances contemporaines à la poésie francophone. Après 1945, l'inspiration par le coup de dés de Mallarmé, ou alors les calligrammes de Guillaume Apollinaire, ou encore les expériences futuristes des autres, certains poètes vont éclater l'organisation traditionnelle du poème. Les logogrammes de Christian d'Autremont, membre du mouvement Cobra, donc allient texte et calligraphie. Le lettrisme d'Isidore Isou recherche la fécondation réciproque du graphisme et de la sonorité, tandis que certains poètes sont encore hantés par la saisie de l'essentiel, que ce soit André Dubouché, Philippe Jacotet ou encore Yves Bonnefoy. D'autres s'orientent sur un lyrisme religieux ou métaphysique, que ce soit Pierre Emmanuel, Jean Rojan, Patrice de la Tour du Pin ou encore Jean-Claude Renard. André Frénaud, lui, chante avec nostalgie un paradis perdu. Jacques Dupin traduit la difficulté du métier de poète. Les mots sont discrédités chez Alain Bosquet et encore certains poètes s'escrivent contre le lyrisme, par exemple Bernard Noël. Les poètes de la négritude aussi arrivent, Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, en étant eux les chefs de file, ou encore Orphée noir selon l'expression de Jean-Paul Sartre,
qui préface d'ailleurs l'ouvrage de Senghor, l'anthologie de la poésie nègre et malgache de la langue française. Très bon anthologie, si vous voulez y aller, il faut y aller. Allez lire ça. Revendiquent leur spécificité culturelle nègre. C'est ce qui est dit dans les poèmes. Il offre un témoignage de la renaissance militante de la culture africaine. Il y a aussi les caractéristiques, bien sûr, de la poésie. Et ça, après tous les sous-genres et les différents genres qu'on peut évoquer, on va parler des caractéristiques de la poésie. C'était le deuxième point. Quelle que soit la fonction de la poésie, le genre poétique est celui qui a le plus de contraintes dans sa forme fixe. La poésie est connue depuis l'Antiquité grecque, chaque auteur se soumettant d'ailleurs aux règles qui concernent l'organisation et la mesure des vers, les rythmes et les sonorités du poème. Au début du XIXe siècle apparaît la forme libre de la poésie qui constitue un important virage de la création poétique. Les poètes explorent de nouvelles créations formelles sans exigence particulière. Nous allons découvrir ensemble un lexique et une présentation des spécifiques des caractéristiques de ces deux formes de poésie afin que vous puissiez voir dans quel positionnement vous allez vous mettre. Alors il y a d'abord l'organisation des vers et des strophes dans la poésie. Dans sa forme fixe, le poème se reconnaît à l'organisation de ses vers. Chaque vers étant une figure et une ligne unique qui se mesurent selon certaines règles. Le vers commence toujours par une majuscule et présente un nombre de syllabes déterminé. Alors je rappelle, un alexandrin, 12 syllabes, une décasyllabe, donc 10, octosyllabe, 8, et hexasyllabe, 6. Oui, jusque-là, on y allait. Alors ces 4 mesures sont les plus employées, chacune produisant des effets différents adaptés à un ton poétique particulier. Par exemple, l'alexandrin, très long, est souvent employé régulièrement en poésie, mais aussi au théâtre dans les tragédies classiques. Alors le plus connu quand même est « Nous partîmes 500, mais pas un pro renfort, nous nous vîmes 3000 en arrivant au port ». Est-ce que je vous cite le Cid ? Oui, bien sûr, Corneille. Ah oui, on connaît par cœur la bête. Voilà. L'ensemble de ces vers donc forme un groupe appelé strophes qui produisent ainsi une harmonie au sein du poème. Les strophes respectent un ordre établi et sont donc plus ou moins régulières. Concernant la régularité des vers et des strophes, les poèmes à forme fixe, on va dire, respectent des règles très spécifiques, différentes selon la forme. Le sonnet, la ballade, le rondeau, l'acrostiche, pantoum ou encore la chanson avec un refrain font partie des formes poétiques qui nécessitent le plus de rigueur. Oui, cela, oui, allez-y. Alors, quant aux vers libres, bien sûr, ils ne respectent aucune structure spécifique. Allez, on fait un peu ce qu'on veut. Et ils sont de longueur variable et ne sont pas regroupés en strophes. Alors, on peut citer par exemple les mains brûlantes d'Éluard, où il dit « Mes mains brûlantes glissent sur les murs glacés. J'ai peu d'espoir de mémoire, déjà j'ai tout perdu. Je n'ai plus ces maisons de roses pénétrées, ni les rues, ces rameaux de l'arbre le plus vert, mais les derniers échos de l'aube maternelle ont adouci mes jours. » Si je me souviens bien que j'ai pas écorché le truc. Enfin bon, bref. Non, je crois pas. Vous avez aussi la rime dans la poésie. Je rappelle, Paul Éluard. La rime dans la poésie. Alors, il y a une musicalité dans un poème. Et cela dépend beaucoup des rimes et des sonorités que l'on trouve grâce à la fin des vers, bien sûr, qui concernent uniquement la poésie en vers fixes, on rappelle. Grâce aux rimes, les textes sont plus facilement mémorisables. Oui, c'est bien la peine, c'est bien pour ça qu'on les a retenus. Et l'effet du poème s'en trouve donc renforcé. Ces rimes sont qualifiées de pauvres, suffisantes ou riches selon le nombre de sonorités respectées. Leur disposition joue également un rôle très important dans l'écriture du poème. Rimes plates, suivies, croisées ou alternées, embrassées, continues, ou redoublées ou brisées, autant de qualificatifs pour désigner la place de la rime, influant énormément sur la sonorité et le rythme du poème. Pour éveiller la sensibilité des lecteurs, vous avez aussi la sonorité et les figures de style dans la poésie. Et bien sûr, il faut donner un sens au texte. Et le poète emploie des figures de style qui jouent sur les sonorités comme des allitérations ou des assonances. Par exemple, le vers de Paul Verlaine, « Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant », produit un effet d'insistance avec la répétition du son « en », souvent étrange, pénétrant.
Des images mentales sont évoquées dans l'esprit du lecteur grâce à des figures d'analogie, telles que les allégories, comparaisons, métaphores ou personnifications. Le célèbre poème populaire Mignonne, allons voir si la rose, dans lequel Pierre de Ronsard fait une ode à Cassandre, la femme aimée, en comparant sa beauté à la beauté de la nature et particulièrement bien sûr à la rose. Alors Mignonne, allons voir si la rose, qui ce matin à voix d'éclose, sa robe de pourpre au soleil à point perdu, ceste veste près. Les plis de sa robe pourprée et son teint au vostre pareil. Là, voyez comme un peu d'espace, mignonne. Elle a dessus la place. Là, ses bossetés, les séchoirs. Oh, vraiment, marastre nature, puisque d'une telle fleur ne dure que du matin jusqu'au soir. Bref, blablabla, et on y va. Pierre de Ronsard, mignonne, allons voir cela rose. Hein. On va pas le faire tout. Bon, je crois qu'il y a encore une strophe. Alors on peut citer à ce moment-là quelques petits poèmes, des exemples de poèmes par exemple au travers des siècles, notamment par exemple un poème écrit par Victor Hugo au XIXe siècle en forme de quatrain et de vers, de 4 syllabes, extrait d'ailleurs de son recueil Les chansons des rues et des bois, j'adore ce recueil. Le poète exprime à ce moment-là, dans un ton assez lyrique, ses sentiments et ses émotions. Par exemple, il dit « À la belle impérieuse, l'amour panique de la raison se communique par le frisson. Laissez-moi dire, n'accordez rien. Si je soupire, chantez, c'est bien. Si je demeure triste, à vos pieds. Et si je pleure, c'est bien, riez. Un homme semble souvent trompeur, mais si je tremble, belle, ayez peur. » À la belle impérieuse, Victor Hugo. Alors il y a aussi le poème mélancolique sous forme de sonnet, dans lequel par exemple le poète Gérard de Nerval évoque le deuil d'une femme dont il était amoureux. 4 strophes constituent ce poème, 2 quatrains avec des rimes croisées et 2 tercets aussi. Par exemple, il dit « Dans la nuit du tombeau, toi qui m'as consolé, rends-moi le Pauciphilpe et la mer d'Italie, la fleur qui plaisait tant à mon cœur désolé, et la treille ou le pampre à la rose salie. » Et plus loin, à la fin, il dit « Et j'ai 2 fois vainqueur traversé l'Archéron, modulant tour à tour sur la lyre d'Orphée les soupirs de la sainte et les cris de la fée. » Voilà. Donc ça, c'est ce genre de poésie que vous pouvez trouver. Alors, on parlait tout à l'heure de la poésie contemporaine. La poésie contemporaine a accompli une révolution radicale, répudiant les modèles classiques et romantiques et en s'attaquant à des formes jugées, usées, tout autant que par des attitudes d'esprit considérées comme erronées. Oui, vous savez, on n'invente rien quand on veut modifier des choses. Tout le long de l'humanité, l'homme a évolué, je rappelle. La fin du XIXe siècle a contribué à créer cette cassure sous l'influence, par exemple, de Mallarmé, de Baudelaire, de Rimbaud et d'autres encore. La poésie non seulement française, bien sûr, mais universelle. Alors, bien sûr, la France a joué dans ce domaine en phare, mais bon, il y en a beaucoup d'autres, est alors descendue carrément de son piédestal. Elle a fait un magistral pied de nez à l'Alexandra et à sa rythmique sacro-sainte qu'il fallait avoir, en prônant le recours au miracle d'une prose poétique, musicale, sans rythme, sans rime, assez souple, assez heurtée pour s'adapter au mouvement lyrique de l'âme, aux ondulations de la rêverie, aux soubresauts de la conscience, ainsi que l'écrit Baudelaire, par exemple, au début de ses petits poèmes en prose, où, sans avoir honoré au préalable, enfin, il avait quand même honoré, je crois, dans la préface, un tout petit peu avant, l'Alexandrin, bien sûr, dans Les Fleurs du Mal. Alors l'œuvre de Rimbaud obéit à une évolution similaire. Après de premiers poèmes écrits à la manière de Victor Hugo, Arthur Rimbaud s'oriente dès 1872 vers des rimes impaires, à l'instar de son ami Verlaine. Le poème ne fonctionne dès lors plus sur 12 pieds, mais sur 11 ou 13. Magistrale façon de se démarquer de la mécanique poétique ancestrale. Dans Illumination, Rimbaud ne recourt carrément plus qu'à la prose. Cette émancipation des formes versifiées, acquise non sans résistance et soubresaut bien sûr, vise en fait à donner au poème sa propre respiration tant physique qu'idéologique. Elle entend associer le lecteur, ce semblable, ce frère, celui qui va lire, à la vie du poète et à la vie surtout du poème qui existe et qui n'existe en effet que lorsqu'il est lu.
les poètes de la modernité tiennent dans le même temps à s'affranchir de l'idée d'inspiration. Pendant des siècles, le poète a été l'interprète de voix intérieures, venues sinon de Dieu, du moins de très 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 haut, et le complice de la muse, qui pouvait langoureusement souffler au docile musée, poète, prends ton luth et me donne un baiser. À cette invitation toute naturelle, Apollinaire répond dans le poète Assassin, qui a été publié en 1916 sur la naissance de l'artiste moderne, par un simple poème choc qui dit lutte, zut. Ah oui, bah ça, on y allait fort. Alors, j'ai quand même, pour cette petit podcast sur la poésie, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur la poésie, j'aurais pu en faire 2 ou 3 heures, mais j'avais vraiment envie de vous donner on va dire des pistes dans les sous-genres, ce que l'on entend par certaines poésies, etc. J'avais juste envie de vous donner mes plus beaux poèmes. Voilà, vous récitez mes plus beaux poèmes à moi, les miens, hein, bien sûr, ceux que j'aime. Non, pas les miens, pas moi qui écris, bien sûr. Des poètes et poétesses que j'aime. Parce que la poésie, ça se lit, ça se vit, ça se ressent, ça se hume. Alors, vous pourrez trouver tout à fait des cours dans toutes les anthologies, des bonnes, hein, pas celles qui... Voilà, des bonnes anthologies de poésie, etc. Il y a toujours des préfaces avec des gens agrégés, avec des gens qui sont particulièrement avertis de cet art de la poésie, qui vont vous expliquer. Voilà, vous trouverez dans n'importe quelle anthologie de poésie des pages et des pages et des pages et des pages et des pages d'explications de comment traiter la poésie. Le plus beau morceau quand même que l'on connaît, c'est l'introduction du film quand même, Le cercle des poètes disparus, quand le professeur Keating fait lire cette espèce de préface à, on va dire, indigeste, qui explique comment gérer la poésie et qui demande à ses élèves de dégager cette merde, en gros, parce que la poésie, ça parle de soi, d'amour, de tout ce qu'on veut, mais ce n'est pas fait pour être calculé, mesuré, etc. Donc je vous renvoie au texte, puisqu'il dit en fait dans le film, si je me souviens bien, même si je le connais assez par cœur, il s'adresse à Neil Perry et lui dit « Veuillez lire le premier paragraphe de la préface intitulée « Comprendre la poésie ». Puisque comprendre la poésie par le professeur J. Evan Pritchard, et donc il lui explique en fait ce qui est. Et à la fin, enfin à un moment donné, Keating dit « On lit ou on écrit de la poésie non pas parce que c'est joli, on lit et on écrit de la poésie parce que l'on fait partie de l'humanité et que l'humanité est faite de passion. La médecine, le droit, le commerce et l'industrie sont de nobles poursuites et elles sont nécessaires pour assurer la vie. Mais la poésie, la beauté, l'amour, l'aventure, c'est en fait pour cela qu'on vit. » Pour citer Whitman, « Ô moi, ô la vie, tant de questions qui m'assaillent sans cesse, ces interminables cortèges d'incroyants, ces cités peuplées de sots. Qu'y a-t-il de beau en cela? Ô moi, ô la vie. La réponse, que tu es ici, que la vie existe, et l'identité, que le prodigieux spectacle continue et que tu peux y apporter ta rime. Que le prodigieux spectacle continue et que tu peux y apporter ta rime. » Et il regarde les élèves en disant « Quelle sera votre rime ?» Voilà, donc ça c'est ce genre de choses que l'on imagine toujours quand on a quelque chose, qu'on parle de poésie, etc. Il y a beaucoup de choses qui peuvent évidemment se calculer. Alors évidemment, ce que je vous ai dit jusqu'à présent, c'est de l'explication de texte sur la poésie, sur les poèmes, sur comment les constituer, etc. Mais il y a tellement de poèmes. Voilà, il y a des poèmes que vous pouvez relire. Lamartine, Ronsard, Victor Hugo, Verlaine, on a cité Rimbaud, Mallarmé, etc. Mais des gens comme Cabrel écrivent des poèmes. MC Solar écrivait ce genre de choses. Voilà, donc il faut jamais oublier que dans un texte, on peut trouver des façons de faire rimer, que ça soit parce que vous faites une poésie classique, comme on a expliqué tout à l'heure, très structurée. Vous pouvez écrire librement, en prose. Voilà, vous pouvez déstructurer des choses. La poésie, c'est quelque chose qui se vit, qui se hume, qui se lit.
Très souvent d'ailleurs à haute voix, hein, si c'est possible. On parlait des yaku tout à l'heure japonais, mais c'est pareil, on peut faire ce genre de choses. Je rappelle, c'est vraiment, il y a des petites choses qui sont très très faciles à faire. Vous pouvez tout avoir dans la poésie. Tout se trouve dans la beauté du langage. Voilà, vous vous adressez à qui vous voulez. C'est comme ça, voilà. Par exemple, Mon rêve familier de Paul Verlaine, c'est un des poèmes que tout le monde apprend à l'école et vous pouvez, je pense, le relire des milliers de fois. Moi, je sais que quand on me l'a lu quand j'étais toute petite, je ne savais pas du tout ce que tout voulait dire dans le poème, évidemment, mais quand on est enfant, on entend ce genre de choses. On entend le son, la musicalité d'un poème. On ne comprend pas tous les mots, on ne comprend pas le sens caché d'un poème. Mais on va l'avoir parce qu'on va le sentir. Parce que les soirs, par exemple, moi je me rappelle quand j'étais plus jeune, les soirs, lors des veillées, parce que quand on était plus jeune, enfin moi quand je suis née en 70, donc il y avait la télévision, mais il y avait 2 chaînes, ou une chaîne, voilà. Le soir, c'était lecture. Et très souvent, mes grands-parents ou mes parents, mais plus souvent mes grands-parents, prenaient un livre et lisaient à haute voix. Alors que ça soit Les mots des troubadours, que ça soit un roman, voilà. Mais c'était aussi des poèmes. Et très souvent, ils nous faisaient la lecture de cette poésie à haute voix. Et en fait, ce que je me souviens, c'est pas forcément les mots, c'est pas forcément les auteurs, c'est l'émotion qu'avaient mais les personnes qui récitaient cette poésie, qui lisaient cette poésie à haute voix. Et en fait, en faisant attention, sans comprendre tous les mots, on arrivait à être ému nous-mêmes, on arrivait à ressentir ce que la personne ou le poète voulait démontrer. Et je pense que c'est important dans le monde actuel de montrer ça, de continuer à lire, de ne pas oublier de lire, de pas oublier de donner cette possibilité d'ouvrir un champ, voilà, d'ouvrir ce champ-là à tout ce qui est pour rompre, on va dire, les habitudes. Mais les habitudes, c'est ce qui nous formate, bien sûr, mais la poésie, c'est ce qui nous nourrit. Et je pense que c'est instinctif. Voilà, il faut toujours avoir la possibilité de s'ouvrir au monde. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est très important quand vous voyez la structure de tout ça, de ce genre-là. Alors oui, du cercle des poètes disparus, on retient Side the Day, bien sûr, évidemment. Voilà. Mais il y a une vision de la poésie différente. Voilà. Parce que vous pouvez comprendre tout dans la poésie, parce que vous n'êtes pas obligé de comprendre les mots. Vous n'êtes pas obligé de savoir tout ce qui est écrit, de connaître toutes les définitions des mots. Vous avez juste besoin, en fait, tout simplement de ressentir. Voilà. Et la désacralisation on va dire, de la structure ou autre, ça montre que tout peut être questionné, que ça soit dans l'écriture, dans la formulation. On peut parler d'honneur, de tradition, de discipline, d'excellence, de ce que vous voulez, d'amour ou autre, mais il y a autre chose derrière. Voilà, il y a quelque chose qui fait que vous allez vous approprier un texte, vous allez récupérer un texte. Il cite Whitman, mais il y a Frost aussi aux États-Unis, bien sûr, évidemment, et en France, il y en a tellement plus. Voilà, donc si vous savez ce qui est la poésie, même si c'est des petits poèmes, même si vous écrivez 3 mots, même si vous essayez de faire une rime et que la rime est tellement nulle que ça vous en fait sourire, c'est pas grave. L'important, c'est d'en lire. Voilà, il y a des très beaux textes, il y a des gens qui ont écrit des très beaux textes. À l'époque, peut-être que leurs textes étaient tout simplement décriés et qu'on les trouvait très nuls. Mais il faut oser. Voilà, alors vous pouvez l'écrire dans votre cahier, personne ne le lira, vous pouvez l'écrire sur des feuilles libres et les brûler, ça pose pas de problème. L'important, c'est d'avoir une musicalité et de vous exprimer. Voilà. Donc si vous avez des enfants, n'hésitez pas à leur en lire de la poésie. Ils ressentiront votre émotion dans la musicalité et puis ils seront ouverts à ça. Voilà.
quand même mieux d'écouter et de lire de la poésie quand même que de faire n'importe quoi. Alors, je vais vous parler des plus beaux poèmes choisis. Alors, évidemment, c'est pour moi, on est bien d'accord, hein, merci. Voilà, donc l'un des premiers que je vais lire, en fait, c'est un poème qui fait référence à l'amour de Tristan et Iseult. C'est un très beau poème de Marie de France qui avait rédigé donc le poème Ni vous, ni vous sans moi, qui date de la fin du XIIe siècle quand même. Voilà, donc ça s'appelle Ni vous sans moi, Marie de France. Deux, ils étaient ainsi comme du chèvrefeuille été qui au coudrier se prenait. Quand il s'est enlacé et pris, et tout autour le fut s'est mis. Ensemble peuvent bien durer, mais qui les veut ensuite désunir, le coudrier meurt bien vite, et le chèvrefeuille avec lui. Bel ami, ainsi est de nous, ni vous sans moi, ni moi sans vous. Tout le monde connaît la fin. J'imagine que vous l'avez tous entendu. Vous avez aussi une ballade des dames du temps jadis dans Testament de François Villon. Alors je rappelle qu'une ballade c'est une forme fixe qui est très très répandue à la fin du Moyen-Âge et qui est en fait constituée de 3 couplets et d'une demi-strophe qui en fait correspond je crois à l'envoi qui ouvre la dédicace ou quelque chose comme ça. Alors évidemment, vous avez Dites-moi où, en quel pays est Flora, la belle romaine, etc., etc., etc. Ça, c'est François Villon, donc je suppose que tout le monde connaît, et surtout la fin. Au-dessus d'une rivière ou d'un étang, et eut une beauté surhumaine, mais où sont les neiges d'antan? Qui ne connaît pas où sont les neiges d'antan, quoi. Alors, j'ai sonné, c'est le cas de le dire. J'ai cité tout à l'heure un des poèmes des sonnets de Louise Labbé, et donc Je vis, je meurs, qui a rédigé le poème lyrique bien en 1555, et c'est l'une des poétesses les plus célèbres de la Renaissance, Louise Labbé. Moi je l'ai connue assez jeune, parce qu'on avait un recueil carrément de poèmes de Louise Labbé à la maison, et donc très souvent mes grandes tantes, les vieilles là, elles lisaient Louise Labbé, etc. etc. Donc ça dit « Je vis, je meurs, je me brûle et me noie, j'ai chaud extrême en endurant froid dur, la vie m'est est trop molle et trop dure, j'ai grand ennui entremêlé de joie ». Voilà, donc ça s'appelle « Je vis, je meurs », sonné Louise Labbé. Alors vous avez évidemment, des Demain dès l'aube dans les contemplations de Victor Hugo, c'est un poème funèbre, bien sûr, puisqu'en fait Victor Hugo fait suite à la mort de sa fille Léopoldine. Et il dit « Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. » Alors, vient après un poème qui a été écrit à 16 ans par Arthur Rimbaud. Ah oui, non mais, il y en a qui ont, du talent, hein. Si. Et ça, c'est un de mes préférés, je l'aime beaucoup, c'est Le Dormeur du Val, parce que moi, j'ai compris quand on me l'a lu, quand j'étais petite, parce que je vous ai dit qu'on m'avait lu Voyelle, et puis on m'a lu d'autres poèmes, et Le Dormeur du Val a été parmi les premiers qu'on m'ait lu de Rimbaud, tout simplement parce que mes grands-parents trouvaient que c'était le plus accessible, c'était le plus facile, parce qu'il y avait des mots. Tous les mots étaient à peu près compréhensibles pour un enfant de mon âge. Donc je vous rappelle, j'avais 8-9 ans. Et en fait, j'ai compris de quoi il parlait. C'est-à-dire quand mes grands-parents m'ont dit « Mais de quoi parle ce poème ?» Et je lui ai dit « Mais le monsieur, il est mort. » J'ai pas compris tout le texte, de quoi il exprimait, de pourquoi il parlait de ce dormeur du Val, mais j'ai compris que le monsieur était mort. Et en fait, c'est dans la sonorité du poème. Personne ne me l'a expliqué, donc ils m'ont rien dit et ils m'ont dit tu comprendras plus tard. Voilà. Et en fait il dit c'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière lui. C'est un petit val qui mousse de rayons. Voilà. Et donc effectivement à un moment donné il dit il a 2 trous. Voilà. Et donc moi j'ai compris que c'était ça. Vous avez aussi des raisons d'écrire de Francis Ponge. Francis Ponge est un poète. On va dire majeur du XXe siècle, puisqu'il reçoit notamment le Grand Prix de l'Académie de poésie de l'Académie française en 1984. Je pense que tout le monde connaît au moins dans son poème des raisons d'écrire. Il traite notamment d'ailleurs de la difficulté de s'exprimer. Et il nomme d'ailleurs le drame de l'expression. Il est complètement à contre-courant de tout et il considère d'ailleurs la poésie comme beaucoup trop lyrique et il écrit
Qu'on s'en persuade, il nous a bien fallu quelques raisons impérieuses pour devenir ou pour rester poète. Notre premier mobile fut sans doute le dégoût de ce que l'on nous oblige à penser et à dire, de ce à quoi notre nature d'homme nous force à prendre part. J'aime beaucoup cette... bref. Vous avez aussi La Digane de Guillaume Apollinaire. Oui, alors ça on comprendra pourquoi. La Digane savait d'avance nos devis barrés par les nuits. Nous lui dîmes adieu et puis, de ce puits sortit l'espérance. Il y a aussi celui le plus connu, je crois. Ah bah si, celui-là, c'est... Ah si, Chanson d'automne de Paul Verlaine, quand même, à un moment donné, si vous n'avez pas entendu ces vers-là, c'est que vous avez vécu dans une grotte depuis des milliers d'années, je crois, parce que les sanglots longs, des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je crois que tout le monde connaît cette strophe. Ah voilà. Mais est-ce que vous connaissez la suivante? Tout suffocant et blême, quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure. Oui, si, quand même, peut-être celle-là, la connaissent. Non, mais je plaisante. Et le dernier, c'est un poème qui m'a été transmis par mes potes allemands, donc France Éditeur, qui aiment beaucoup la poésie et qui ont étudié des poèmes comme nous on a étudié, et donc ils m'avaient un jour dit oh là là, celui-là, Heinrich Heine, il est vachement beau ce poème et tout, donc ils me l'ont traduit. Ça s'appelle Trajet de vie, Trajet de la vie. Ils me l'avaient traduit dans un français approximatif. Enfin, voilà, depuis, évidemment, j'ai trouvé des traductions françaises beaucoup plus intelligentes. mais voilà, ça s'appelle Trajet de la vie et il dit des rires et des chants. Étincellent et papillonnent les lumières de l'été. Les vagues bercent la barque en joie. J'y étais assis avec des amis chers et un esprit léger. La barque se brise en ruines vaines, les amis étaient de mauvais nageurs, ils sombrèrent dans la terre natale, moi la tempête m'a jeté sur la rive de la Seine. J'ai embarqué dans un nouveau vaisseau avec de nouveaux camarades. Me roulent et me bercent les flots étrangers. De ci, de là, combien lointaine la patrie, comme mon cœur est lourd. Voilà, donc j'ai toujours aimé beaucoup ce poème, donc bon, eux aussi, donc comme quoi ça doit être ce genre de choses qu'on avait en commun ensemble. Voilà, donc j'espère que ce petit podcast d'une heure, pas tout à fait, vous a plu. Je rappelle que je me suis inspirée de toutes les anthologies, les préfaces des anthologies que j'ai à la maison, de Universalis et de Gallica, et de mes propres livres de poésie, que ça soit... les peu que j'ai qui sont dans la Pléiade ou alors carrément les anthologies qu'on m'a offert depuis des années. Je suis toujours ébahie en lisant le livre les poèmes du monde, le World Poem qu'on m'avait offert, que mon amie Cathy aux États-Unis m'avait offert. On a le même d'ailleurs de livre qu'elle avait étudié, qu'elle avait eu à l'école, elle, qui rassemble la poésie mondiale au plus loin qu'on puisse imaginer avant JC jusqu'à maintenant, dans tous les pays du monde. Et c'est véritable. Alors c'est en anglais, c'est très drôle de voir les Français, enfin les poèmes français écrits, enfin traduits en anglais, parce que vous les connaissez en français, donc c'est très drôle. Mais ça vous donne, ça va de la Perse à la Chine, du Japon à l'Afrique, de l'Amérique du Sud au fin fond des pays nordiques, etc. C'est vraiment un bonheur. Donc n'hésitez pas à lire de la poésie autour de vous, à vos enfants, à vos petits-enfants, lisez-en. Déclamez-les. Alors moi je suis très nulle pour faire ce genre de choses, c'est pas du tout un exercice qui me plaît, parce que comme je suis dyslexique, c'est une catastrophe à l'oral, mais bon, ça faisait beaucoup rire, parce que très souvent je refaisais le poème moi-même. Donc cet été, je rappelle, les bulles estivales seront des poèmes, donc ça risque d'être très folklorique quand je vais faire les poèmes, parce qu'il va falloir que je les déclame, et donc là ça va être, même si je les lis 4 fois ou 2 fois et que je les connais par cœur, ça va être toujours compliqué, mais écoutez, l'intérêt c'est d'écouter un poème et de vous donner peut-être envie d'aller
dans votre livre, ou d'aller dans votre liseuse, ou d'aller sur internet, d'aller le taper et d'aller le lire en entier, ou d'aller le lire en même temps que moi, ou d'aller le relire le lendemain parce que ça vous a marqué. Voilà, donc n'hésitez pas à lire de la poésie. N'oubliez pas qu'il y a de la poésie partout, de la beauté partout. On peut regarder une feuille et être un poète en disant 3 mots sur la feuille. Donc écoutez, j'espère que ça vous a plu, et d'ici là, portez-vous bien. Il y a une petite pause estivale bien entendu dans les thématiques, mais au mois de septembre, on verra. Voilà, je ne sais pas encore parce que j'ai lancé un appel de thématiques. Alors, on m'a dit les anges, etc. Mais je dois avouer que ça ne m'emballe pas des masses. Peut-être que je vais pas révolutionner, mais peut-être que je vais faire des thématiques qui me sont plus proches, parce qu'on me demande souvent des trucs sur l'histoire. On m'a demandé des trucs sur Aliénor d'Aquitaine, etc. Donc peut-être qu'à partir de septembre, je ferai des thématiques plus historiques, et que j'en recouperai de temps en temps de thématiques qui me seront offertes par les personnes. Il y a une personne il n'y a pas longtemps qui m'a demandé si je pouvais parler de la cuisine de chez moi, enfin de mes différentes influences, etc. Oui, je peux très bien le faire, mais bon, c'est plus quelque chose d'écrit, ce genre de choses, parce que dicter des recettes dans un podcast, enfin, ça me semble un peu lourd, quoi, ça me semble un peu rébarbatif pour les gens qui vont écouter. Voilà, donc si ça vous intéresse, si ça vous dit d'avoir des thématiques plus historiques sur des personnages, sur une bataille, sur un fait, etc. À partir du mois de septembre, ça sera avec un grand plaisir. Vous savez que moi j'aime, hein, donc voilà, ça me sera avec un grand bonheur que je pourrai faire ça. Et puis, écoutez, d'ici là, portez-vous bien, bel été. Si vous partez en vacances, si vous travaillez comme moi, bel été aussi. Courage, on partira au mois de septembre. Ah bah oui, hein. Voilà, donc écoutez, hein, voilà, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le point ciné de juin. Ça n'a pas été mal, c'était pas mal. Et puis bulle estivale tous les dimanches matin, et puis les 2 femmes qui seront un mardi de chaque mois, donc en juillet et en août. Donc n'hésitez pas à aller voir les demoiselles, voilà, et d'aller écouter les demoiselles aussi, parce que je parlerai donc de Marie-Louise Gagneur et de Clémence Robert, qui sont 2 femmes assez excellentes. Ça m'a même étonnée de ne pas les voir suffisamment souvent, ça m'a même énervé d'ailleurs, de ne pas les voir suffisamment citées, même par des femmes des blogueuses ou des influenceuses qui sont féministes, et je les vois pas chez elles, et ça m'énerve. Voilà, donc je vous les présenterai, parce que moi, on me les a fait lire quand j'étais plus petite. Voilà, d'ici là, portez-vous bien, bisous, à bientôt, et puis on se donne rendez-vous au mois de septembre pour les prochaines thématiques. Ciao, ciao!